Bon, on va commencer cet échange qui est un retour d'expérience et qui est assez libre. Initialement, je vous raconte tout. Hein. La préparation de l'histoire de passage, c'est 1 an. Hein, donc il se passe beaucoup de choses. Donc au démarrage, j'avais parlé avec Marc Dufumier qui va travailler avec nous à un livre sur des photos de Pierre Colombert pour montrer les évolutions des campagnes françaises depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et Marc, qui est très pris, est au Brésil. Donc Marc est parti au Brésil. Après, j'ai eu Cécile Blatrix, qui est vice-présidente de Nuages Verts à AgroParisTech. Et Cécile Blatrix ne pouvait plus, était bloquée. Et Sophie Devienne, que je connais bien, qui est dans le même département qui a été celui de René Dumont à AgroParisTech, et qui est allé sur différents continents, devait nous donner son expérience, n'a pas pu venir. Donc là, maintenant, vous êtes face à quelqu'un de totalement incompétent, qui est entre 2 personnes compétentes, donc qui va juste animer un retour de témoignage de 2 personnes qui font des choses face à quelqu'un qui ne fait rien, et devant des personnes qui peuvent réagir, interagir sur la question des cultures vivrières, du maraîchage et de l'importance aujourd'hui de ces pratiques dont Marc aurait pu vous parler, évidemment, parce que ça ne concerne pas que ici, la France, mais c'est aussi des questions qui sont extrêmement importantes, que ce soit au Brésil, justement, que ce soit dans un certain nombre de pays subsahariens où il y a des cultures intensives qui ont été mises en place et qui ont déstructuré les différentes sociétés qui fonctionnaient justement avec des cultures vivrières. Donc il y a là un combat aussi qui est un combat très, très important sur la planète aujourd'hui. Mais nous, on va parler d'expériences locales et vous allez nous raconter un peu ce que vous faites, comment vous travaillez et quelles sont vos expériences. Je te passe la parole. Allez. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Louis Thiollet, je suis maraîcher, si on peut dire comme ça, à Neuville, au Marquisat. Et du coup, ça fait maintenant la 4e saison que je suis en cours d'installation. Et j'ai un parcours un peu, disons, j'ai pas fait les choses tout à fait dans l'ordre. Donc en fait, c'est seulement la première saison que je suis vraiment à temps plein sur le maraîchage. J'ai une collègue qui est à mi-temps également. Et du coup, en fait, on est encore en cours d'installation. Donc d'un point de vue administratif, je suis simplement cotisant solidaire. Et donc l'objectif, c'est de passer exploitant et de sûrement créer un GAEC. Voilà. Après, pour ce qui est des méthodes culturales, moi je suis très inspiré de tout ce qui se fait en maraîchage sur sol vivant. On pourra développer un peu plus tard. Et également, on produit de la totalité de nos plants, ou quasi, et qu'on vend également. Voilà. Après, pour ce qui est de la vente, justement, on a un marché le jeudi matin à Argentat, avec Pierre également. On vend au silo, un peu au restaurant, notamment Virginie, la mijotée, qui est au marché du jeudi à Argentat, et qui est sur le même lieu que moi. Parce qu'en fait, le lieu où je produis, c'est un lieu où il y a également d'autres activités. Il y a un atelier de menuiserie, une cantine, un labo de transfo, et puis d'autres activités à venir. Voilà, j'ai sûrement oublié des choses, mais on en parlera plus tard. Voilà. Bonjour, donc Pierre Fourdinier. Donc moi je suis installé depuis 3 ans sur la commune d'Albussac également, mais sur les hauteurs, aux 4 routes d'Albussac. Donc je suis quasiment à 600 mètres d'altitude. L'objectif, c'était de produire des légumes en local, avec de la distribution, donc on l'a dit, sur Argentat. Moi je vais chercher un tout petit peu plus loin, je monte jusqu'à Égletons pour une association qui s'appelle les Paniers Paysans de Haute-Corrèze.
Et de l'autre côté, je vais jusqu'à Marcillac-la-Croze, où il y a une association qui s'appelle La Locomotive. Voilà, donc tout ça, c'est des systèmes de commande sur Internet, et les gens viennent récupérer leur panier sur des points de dépôt. Voilà. Et puis le contact direct Argenta. Et le troisième volet, c'est les magasins. Donc il y a un petit peu le silo. Et je commence, on va dire, à travailler avec des petits volumes et avec la vie claire sur Malmort. Voilà pour les points de distribution. En termes de pratiques culturelles et d'exploitation, nous on est sur 6 à 7 000 m² de plein champ et 1250 mètres d'abri froid, donc de serre froide. Très utile parce que on a une forte demande sur le territoire pour du légume d'hiver, puisque beaucoup de Corréziens font leur potager l'été, donc l'arrivée des touristes vient compenser un peu cette baisse de consommation des Corréziens. Mais l'hiver, bien souvent, les Corréziens arrivent à court assez vite et il faut compenser là. Et donc, produire l'hiver égale une infrastructure qui est capable de le faire. Donc, il faut des serres froides. Et puis, après, si on parle un peu en termes de volume produit, nous, la stratégie, voilà, on ne fait pas du tout nos plants nous-mêmes. On achète 90% des plants pour 10% des plants produits sur la ferme. Tout simplement parce que l'idée, c'est de faire du volume l'hiver pour combler la demande qui est très forte. Voilà, donc, parce que faire du plan, Louis, je crois que ça prend du temps, beaucoup de temps. Donc voilà, nous on s'est déchargé de cette partie-là pour essayer d'amener plus de volume au bout sur la période hivernale. On est labellisé bio. On travaille effectivement avec des stratégies de maintenir un sol vivant, de respecter la biodiversité autour de nous le plus possible. Donc voilà, avec des actions concrètes du style replanter des haies autour des parcelles. Donc, moi, pour ma part, j'ai replanté 400 mètres de haies autour des parcelles maraîchères pour faire des refuges de biodiversité. On a construit une réserve d'eau l'eau en ce moment ça fait beaucoup polémique. Voilà, en Corrèze on a peu d'eau souterraine, donc nous on collecte de l'eau de surface. Quand je dis de l'eau de surface, on a un drain sur une parcelle en pente, et après toute l'eau pluviale provient c'est des eaux de toiture des anciens bâtiments agricoles qui hébergeaient des vaches. Donc voilà, le but c'est de collecter l'eau l'hiver, mais pas en profondeur, puisque de toute façon il n'y en a pas, et voilà. Et puis ça peut servir à d'autres usages. Et cette eau-là, on essaye effectivement de l'utiliser la plus raisonnablement possible avec des systèmes d'arrosage par goutte à goutte. Et dans les serres, on s'est équipé d'une sonde qui descend un demi-mètre sous la terre pour mesurer tous les 10 cm la quantité d'eau disponible, ce qui nous permet de vraiment apprécier la consommation de la plante, où est-ce qu'elle consomme, et de pouvoir gérer les arrosages vraiment en fonction de ce qu'il y a de disponible dans le sol et ce que la plante consomme. Voilà. Donc voilà, on essaye en tout cas de préserver nos territoires le plus possible, puisque je pense que quand on parle d'histoire de passage, je pense que l'agriculture c'est aussi ça. On a hérité de terre et d'environnement, et il va falloir les rendre aux prochaines générations avec la meilleure qualité possible. Donc c'est aussi répondre à la demande des gens autour de nous en les approvisionnant de légumes sains, mais tout en essayant quand on partira, nous, d'avoir laissé quelque chose qui soit encore exploitable pour les prochaines générations. Voilà. Bravo. Peut-être des éléments complémentaires avant d'échanger avec le public. Qu'est-ce qui est cultivé suivant les saisons et comment c'est cultivé ? Eh bien, nous, oui, on est sur environ 40 légumes différents à chaque fois de saison. Jusqu'à présent, nous, on avait un déficit en serre. Et donc, là, cette année, on a installé quasiment 4 à 5 tunnels de 20 mètres de long pour justement pouvoir produire un peu plus
lors de la saison froide. Nous, on est beaucoup plus petit en fait que chez Pierre. En gros, je pense que là, en surface cultivée, on doit être, donc hors passe-pied, hors chemin, enfin vraiment cultivé, on doit être sur environ 1000 mètres carrés. Et donc, du coup, en fait, cette contrainte est due au fait que là où on est installé, on est dans une clairière. Donc le cadre est très beau. En été, on a de la fraîcheur, mais on est limité en espace et également limité par l'ombre portée des arbres, qui parfois peut poser problème. Donc en fait, justement, on s'adapte par rapport à ça et on adapte notre système culturel en fait à la contrainte spatiale, en intensifiant au maximum les cultures dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'on va chercher à faire notamment sur 1 mètre carré des associations qui nous permettent de faire 2 fois plus de cultures sur 1 mètre carré. La plus connue étant par exemple radis, carottes, qui sont semées en même temps, le radis pouvant être récolté au bout de 3 semaines très vite, la carotte elle mettant du temps à lever. Bon, c'est un exemple assez connu, mais qui un peu montre un peu notre démarche. Voilà. Et après, sur les légumes cultivés, nous, pour l'instant, on va produire de mars à novembre, peut-être décembre, mais on n'arrive pas encore à prolonger la saison, quoi. Mais bon, on y travaille tranquillement. Pas si tranquillement d'ailleurs, d'arrache-pied. Nous, pareil, hein, on est sur une diversité de légumes. Voilà, on est environ effectivement 40. Je ne sais pas le compte exact, mais c'est vrai que ça tourne beaucoup. C'est vrai que c'est un aspect que vous ne voyez pas du tout. C'est que c'est vraiment un calendrier très très travaillé. J'ai souvent des magasins ou des gens qui me disent mais est-ce que vous pouvez me faire ça? Oui, mais la réponse c'est oui, mais l'année prochaine. Moi, le calendrier, en fait, quand il y a un peu de moins de boulot au champ, donc en décembre, après décembre, janvier, je cale toute l'année qui suit, quoi. C'est-à-dire à quel endroit je vais repiquer quels légumes, en quelle quantité, ça va arriver à maturité pour récolte à telle période. Donc essayer d'avoir un maximum d'étalement pour que mes volumes soient réguliers et espacés dans le temps suffisamment. Donc cette mécanique-là, elle est effectivement très importante. Et voilà, moi je cale en décembre-janvier toutes les semaines où mes plants arrivent, voilà, tout est réglé, quoi. En fonction de ça, j'achète du compost de déchets verts, par exemple. Donc je me fais livrer 2 fois par an pour vous rendre compte sur 7000, donc j'ai dit 7000 m² en plein champ, 1250 mètres d'abri froid. Cette année, je vais être entre 40 et 50 tonnes de compost de déchets verts amenés. Voilà. Bon, je pars d'un historique d'une terre, enfin voilà, on n'est pas réputé en Corrèze pour avoir les terres les plus riches de la France, mais donc voilà, ça nécessite pour produire du légume dans la durée d'amener effectivement beaucoup de matière organique, surtout quand on veut travailler sur sol vivant et avoir des petits vers de terre et autres insectes qui vont travailler pour nous. Donc voilà, tout ce calendrier, il est verrouillé et qu'est-ce que je peux dire de plus? Est-ce que tu as un tracteur, par exemple? Oui, voilà. Alors nous, on disait avec Louis, nous on est sur une surface beaucoup plus grande. Ça implique, parce que donc en termes de main d'œuvre, Louis a dit donc il y avait quelqu'un en plus. Moi, je suis tout seul et ma compagne m'aide, on va dire un équivalent de 10 à 20%, en équivalent temps plein. Voilà. Elle travaille à l'extérieur. Donc tout seul sur une telle surface, ça nécessite d'être mécanisé. Avec ses avantages, une surface travaillée plus grande, des inconvénients, c'est que l'espace est beaucoup moins bien géré que par exemple chez Louis, où une association radis-carottes va vous permettre de désherber entre guillemets moins, puisque vous occupez le terrain de manière beaucoup plus importante. Donc vous laissez moins de place aux adventices de pousser. Moi, j'ai pas ce type d'association puisque il faut que je puisse passer au tracteur. Donc voilà. En désherbage, j'ai une contrainte beaucoup plus forte. Donc après, moi, je vais compenser avec, notamment, je travaille avec des bâches tissées
sur les légumes où il y a des forts espacements. Voilà. Et ça, le temps que le végétal se développe, j'ai pas d'herbe qui pousse, ou en tout cas qui pousse vraiment au pied. Quand des herbages, je vais traiter une surface beaucoup plus grande, beaucoup plus vite. La contrainte étant que une bâche tissée, ça reste du plastique. Alors j'ai beau l'utiliser 10 ans, elle a la nécessité d'énergie à être produite. Voilà. Donc c'est toujours ce compromis. Et, voilà, quand on fait ce métier-là, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier-là aussi, c'est qu'on est sans cesse en train de se questionner sur comment on fait les choses, pourquoi on le fait, et est-ce que ça respecte l'éthique qu'on a et les engagements qu'on s'était fixés au départ, quoi. Donc on est sans arrêt sur ce compromis-là. Voilà, un tracteur, ça consomme du fuel. Par contre, effectivement, je vais produire plus. Donc à un moment donné, si je ramène mon kilo à mon carbone dépensé, est-ce que je suis au même stade que Louis, quoi. Voilà, on est sur ces curseurs-là en termes de production, quoi. Vous avez des questions, des réactions? Une question très simple. Est-ce qu'au niveau rapport, qualité-prix, vente, vous en sortez? Voilà, c'est la question la plus banale. J'espère que je vais m'en sortir. En tout cas, pour l'instant, si je suis toujours là, c'est que ça va à peu près. Non, ce qui est une des certitudes, c'est que surtout sur les phases d'installation, alors Louis t'as dit 4e année, mais première année à temps plein. Moi, donc j'ai démarré tout de suite à temps plein, mais c'est ma 3e saison. Si on regarde sur les premières années d'installation, en termes de revenus horaires, vaut mieux fermer les yeux. C'est catastrophique. Voilà, après l'objectif il est de construire quelque chose qui au bout, alors je sais pas ce que Louis t'a fixé, nous on s'était donné 4 ans pour élaborer quelque chose qui permette de sortir un SMIC, et un SMIC, voilà, je parle pas en SMIC horaire, je parle de SMIC tout court, voilà, en termes de SMIC horaire, je suis pas au SMIC horaire, voilà. Après voilà, c'est un métier passion, alors je dis toujours ça n'excuse pas tout. Après voilà, j'ai certaines libertés, une liberté entre guillemets d'entreprendre et de faire ce qui me plaît et de le faire comme je le souhaite, comme on le disait, avec son éthique, avec ses engagements, etc. Ça pour moi aujourd'hui, je vais pas dire que ça n'a pas de prix, mais en tout cas ça compense largement le fait que voilà, je touche pas le SMIC horaire. Bon voilà. Mais effectivement, on est plutôt sur un ratio. Voilà, moi là, les semaines comme cette semaine, je dois être à 70, 75 heures sans problème. Voilà. Et l'hiver, on est entre guillemets plus cool. On va être à 30-35 heures l'hiver. Voilà. Je pense une moyenne de 50 heures. J'y suis. Et pour l'instant, si je regarde ce que je produis, etc., parce que j'ai pas de tabou, voilà, l'année dernière, j'étais à environ 800 euros de sortie par mois. Voilà. Excusez-moi, mais les subventions européennes, donc tout ça. Bonne question. Bonne question. Subvention européenne, c'est un parcours. Voilà, mon historique, c'est que je suis ingénieur horticole, j'ai eu l'habitude de gérer des projets, des dossiers, des choses comme ça, donc je suis assez à l'aise avec l'administratif. Donc ma politique, c'est de chercher tout ce que je peux. Voilà. Donc les aides européennes à l'installation, je les ai prises, et comme on a le Bussac, on est en zone montagne, voilà, c'est un sacré budget. Et après, ensuite, sur du matériel très spécifique, comme les serres, comme la retenue d'eau, vous avez des systèmes de subvention qui existent, alors qui ne sont pas toujours européennes, qui sont parfois régionales, parfois mixées régionales et européennes. Voilà. Mais moi, tant que je peux, voilà. J'estime que toutes les exploitations y ont droit, donc voilà, moi je les prends. Et, voilà. Et donc pour vous donner une idée, moi sur mon plan d'investissement, voilà, on a dit le tracteur, la retenue d'eau, les serres, etc. Au total, je suis sur une installation avec un investissement de 150 000 euros. Sur 150 000 euros, j'ai réussi à aller chercher 100 000 euros d'aide. Voilà. 100 000 euros d'aide. Voilà. Donc c'est possible. Après, c'est pas, voilà, faut se donner le mal de faire les dossiers. Mais ce qu'on disait tout à l'heure sur le salaire horaire, faire des papiers pour demander les subventions, ça me paye plus que de produire du légume. Donc à un moment donné, moi je fais mes demandes de subventions pour avoir un outil de travail performant
et cet outil de travail performant, et il va être capable de me payer ce que j'estime être un minimum. Voilà. Si Louis, tu veux, puisque toi tu es plein dans le parcours, peut-être que... Excusez-moi, juste les subventions dont vous parliez là actuellement, ça c'est en dehors de l'aide de la PAC, c'est à côté. Tout à fait, la PAC c'est tous les ans. Et l'aide de la PAC, vous avez combien? Alors, la PAC, je te promis, je te passe la parole, Louis, après. La PAC, effectivement, là on est sur des aides annuelles, un système qui aujourd'hui est essentiellement basé sur la surface. Donc moi, ce qui se passe souvent en Corrèze, mais ce qui est mon cas, c'est que j'ai dû acheter tout un îlot. Donc j'ai 7 hectares et demi de surface agricole utile, et j'en utilise 1 hectare en maraîchage, on va dire. Mais les calculs de la PAC sont calculés sur ces 7,5. En rythme classique, on va dire que je vais être à peu près 2500 € par an. Ces rythmes-là, ils sont beaucoup plus gros au départ, puisque là, l'année dernière, c'est voté tous les 5 ans, et donc là, ils ont passé un nouveau calcul des droits, et donc ils ont augmenté, ils ont mis des primes forfaitaires pour les nouveaux installés, donc sur les 4 premières années. Donc moi, là, ma PAC a été réévaluée l'année dernière, donc l'année dernière, j'étais monté à 6 000 €. Donc l'année prochaine, j'ai encore le droit à ces 6 000 €, et après, je vais retomber à 2 500. Voilà. Ce qui est pas, c'est aussi une transition, je fais un petit aparté là-dessus, c'est une transition qui est assez dure à gérer. On est considéré nouvel agriculteur pendant 4 ans, et cette frontière des 4 ans, il faut bien la gérer, parce qu'effectivement, on est aidé quand même au départ, et puis d'un seul coup, en fait, ces sous-là, ils arrêtent de tomber, et il faut qu'entre-temps, l'exploitation, elle soit capable de produire suffisamment et de vendre suffisamment à un prix qui va compenser cette perte d'argent qui rentre de l'État, quoi. Donc ça, c'est hyper important, et c'est le cas, on ne le sait pas forcément, mais c'est le cas aussi sur les assurances. Quand vous êtes nouvelle installé, vous avez des pourcentages de réduction sur vos assurances agricoles, responsabilité civile et tout ce qui s'ensuit. Et ces taux-là, ils sont dégressifs sur les 4 premières années. Voilà. On vous fait une remise de 50% la première année, 40, 30, 10, et puis après, vous payez plein pot. Donc c'est super pour aider les jeunes à s'installer, mais il ne faut pas oublier que c'est que temporaire et que c'est censé juste compenser les problèmes de la mise en route de l'entreprise, quoi. Et quel que soit ce que vous cultiviez, c'est le même taux? Par exemple, si vous faites des légumes... C'est 50%, 40, 30, 10, oui, ça c'est lié au fait que vous soyez nouvel exploitant agricole. Voilà. Après, peu importe le domaine, ouais, tout à fait. Et les aides à la surface, bon, là, c'est pas... Enfin, vous avez des critères quand même après l'aide à la surface, mais vous avez des bonus sur certaines productions, mais voilà, c'est pas ça qui joue essentiellement. Le paiement, c'est ce qu'ils appellent un paiement de base, et ça, c'est 80% de ce qu'ils vous donnent tous les ans, c'est calculé sur ce paiement de base qui vous est attribué. Voilà. Et ça, c'est partout, quelque chose qui a changé, c'est partout le même en France. Voilà. Voilà, ce droit de paiement de base. Que vous fassiez effectivement de la céréale ou du légume ou un verger. Et quand vous calculez votre salaire, là, ce que vous avez dit oui. Tout à l'heure, est-ce que vous intégrez dans ce calcul la PAC, par exemple? Tout à fait, oui. Alors moi je fais, normal, sur les 4 premières années, on a une comptabilité à réaliser. Quand on demande les aides européennes, en échange, l'Europe, elle demande à ce qu'on tienne une comptabilité de gestion pendant 4 ans. Donc au moins pendant 4 ans, on a cette comptabilité, et en fait les subventions rentrent dans le chiffre d'affaires au titre d'un compte particulier des subventions, et donc après ça rentre dans le chiffre d'affaires, pas dans le salaire, mais dans le chiffre d'affaires. Après, votre chiffre d'affaires, il sert à vous payer ou à payer vos charges, mais ça, entre guillemets, après, ça vous regarde. Mais moi, il est compté dans mon chiffre d'affaires, voilà, et moi, quand je vous annonce là ce que je gagne par mois, je compte aussi le crédit d'impôt bio, voilà, qui a été réévalué l'année dernière de 3 500 à 4 500 €. Voilà. Il y a quand même une aide par rapport à la qualité de production. Oui, enfin, à la qualité. En tout cas, au label. Au label, vous avez un crédit d'impôt. Alors, le crédit d'impôt, par contre, effectivement, il vous est versé à titre privé, donc il n'est pas compté dans la comptabilité. C'est pour ça que moi, je le précise, quand je dis que c'était 800 € l'année dernière, je compte 300 € de crédit d'impôt l'année dernière. Voilà. Voilà. Oui.
Un label bio aujourd'hui, c'est combien? 100 €, 300 €. Ça dépend de la survie. Moi, c'est 400. Ça, c'est 400. Bah, pour répondre déjà à la question de la rémunération, nous, l'année dernière, sur un mi-temps bien corsé, bien chargé, on était environ à 600 € net par mois. Et nous, notre objectif, c'est d'ici 2 ans de sortir un SMIC. Donc on est assez optimiste et après je pense qu'on va chercher à développer d'autres stratégies que juste vendre du légume brut et plus peut-être se diversifier et tendre vers plus de produits transformés à forte valeur ajoutée. Donc voilà. Donc ça peut être des transformations, des pestos, de la choucroute, mais également des confitures, voilà à peu près. Et que dire? Sur la question des aides, nous pour l'instant on a touché aucune aide. Ça a été que de l'autofinancement. Je pense que là, ce qui a été mis pour l'instant dans l'outil de production doit être aux alentours de peut-être 60 000 € dans ces eaux-là, c'est un peu flou. Et en fait, pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, moi, je viens pas du tout de ce milieu-là, j'y connaissais rien. Donc au départ, en fait, moi j'ai fait des études de droit et je viens de région parisienne. Et donc en fait, au départ, je souhaitais me former en faisant. Et j'avais pas du tout envie de retourner dans le parcours du combattant institutionnel, administratif, que j'avais pu connaître. Maintenant que je me rends compte que ça marche, que ça me plaît, que voilà, je suis au bon endroit, je suis un peu plus motivé pour opter pour la stratégie de Pierre et d'aller chercher l'argent, notamment. Ouais, voilà. Voilà. Après, j'ai un petit doute sur ce que tu dis sur le fait que les subventions, notamment de la PAC, soient pas corrélées aux cultures que tu pratiques. Parce que, par exemple, pour la dotation jeune agriculteur, si tu fais de l'élevage, ta dotation sera beaucoup plus importante que si tu es sur du maraîchage. Et il me semblait que pour la PAC, moi, ma collègue, elle qui est sur de la brebis, sur la PAC, en fait, les aides à la surface, ça ne dépend pas de votre activité. Par contre, en fait, vous avez sur toute la partie élevage, qu'ils appellent l'ICHN, qui est aussi une grosse partie de la PAC. Et là, c'est des subventions que vous touchez à la tête de bétail ou de brebis, etc. Donc ça, effectivement, quand on a une partie élevage, il y a tout un nouveau, ce qu'ils appellent un autre pilier de la politique agricole commune, qui là aussi va faire des subventions, et ça monte très vite. Ce qui explique aussi les logiques d'élargissement de troupeaux qu'on a pu avoir en France sur les 30 dernières années, puisqu'en fait, comme l'aide elle est dépendante du nombre de têtes de bétail, effectivement, plus on a de têtes, plus on a d'aide. Et comme c'est des grosses sommes, effectivement, il y en a qui n'ont pas le choix ou qui adoptent une stratégie complètement de faire rentrer beaucoup d'argent via ces subventions, puisque c'est dépendant de la tête. Voilà, ça c'est pour ça. Je ne savais pas pour la dotation au départ. D'autres? Ouais. Ah non, tout à fait. L'élargissement, tout à fait. C'est à la tête, c'est ce qu'ils appellent les chargements. Voilà, donc il faut qu'effectivement il y ait un certain nombre de bêtes pour c'est un chargement. Si on rentre dans les spécificités, c'est très compliqué l'ICHN. Voilà. Et souvent d'ailleurs la PAC, il y a peu d'agriculteurs qui la déclarent eux-mêmes. Voilà. Tellement c'est compliqué, vous prenez rendez-vous avec un conseiller, c'est le conseiller qui l'a fait pour vous, parce que voilà. Ce qui montre un peu, à mon sens, la complexité des mécanismes, c'est que
Moi, ça me paraît aberrant d'avoir un système où l'agriculteur n'est pas capable lui-même de demander ses aides, tellement le système est complexe. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me perturbe. Avec l'invention des photosatellites, il faut comprendre qu'il y a eu des abus aussi. Par exemple, le nombre de vaches, que ce soit comment ça s'appelle, en Corse ou en Grèce, vu par satellite, était 3 fois inférieur aux demandes par rapport aux tests animaux. Bah oui. Tout à fait. Comme tout système d'aide, il y a de la fraude. Bah alors c'est la grosse fraude. Ça aussi, ça oblige à faire plus de... Ouais. Bon, ouais, ah pardon, mais derrière. Au niveau des graines et des plants, s'il y avait des graines pérennes ou des graines F1. Allez, toi qui fais tes plans, je te laisse Voilà. Alors sur ce sujet, moi je suis arrivé, cuit, les petits oiseaux, plein de bonnes idées, bien sûr de moi. Donc au début, je faisais pas de F1. Ah oui, alors le F1, ouais, ça va être des. J'aurais peut-être peut-être Pierre t'expliquera mieux que moi, mais le F1, ça va être des graines hybrides qui ne vont pas pouvoir être reproductibles. Enfin, si on veut faire ses propres graines, ça va faire des légumes qui dégénèrent un peu, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ça va être des légumes, en revanche, qui vont être beaucoup plus productifs, qui sont sélectionnés pour produire, quoi. On peut aussi sélectionner du F1 sur d'autres critères que la production. Mais bon, grosso modo, c'est surtout là-dessus que ça joue. Après, nous, sur la vente de plants, en revanche, on fait que de la semence paysanne, étant donné que c'est pour les jardiniers, on ne vend pas de F1. Mais en revanche, partie du coup maraîchage, on fait des F1 et on va continuer à en faire encore plus, quoi. Sur cette question, j'y ai réfléchi. En fait, pour moi, le problème, c'est pas tant le F1 que qui est propriétaire du F1. C'est-à-dire que si c'est Monsanto qui fait du F1 pour des paysans en Afrique qui peuvent plus ensuite reproduire leurs semences, et que, bon, en gros, le problème, c'est plus la question du système économique dans lequel le F1 s'insère. Mais bon, si c'est du F1 qui est fait par des petits producteurs pour des petits producteurs et que, bon, voilà, ça fait vivre tout le monde, pour moi, ça me pose pas de problème, bien au contraire. Et après, on pourrait réfléchir à du F1 qui est sélectionné pour d'autres critères que la production, quoi. Voilà. F1, ça veut dire OGM? Non. Du tout. F1, en fait, donc c'est de la génétique pure. F1, c'est le nom qu'on donne quand on fait de la génétique en sciences à la première génération. Voilà. Si vous faites des croisements entre plusieurs variétés, votre croisement, la première génération, vous l'appelez F1. Et en fait, simplement, ce qui nous intéresse en tant que maraîcher, c'est d'avoir quelque chose à la première génération qui est performant en termes de pousses, qui va avoir de la résistance à certaines maladies qu'on ne veut pas avoir. Voilà, après, on peut parler de goût, de forme, etc. Enfin, voilà, de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, en maraîchage, vous avez en F1 énormément de variétés disponibles avec beaucoup de goût. Voilà, moi, je n'ai jamais calculé, mais je pense que sur ce que je produis, je dois être au moins à la moitié en F1, voire 70%. Et voilà, il faut dire ce qui est, c'est-à-dire que moi, on parlait d'économie tout à l'heure, dans le système économique dans lequel je suis aussi, on fait partie de tous un système économique, et moi, il y a un minimum de performance à attendre. Et en fait, c'est quand on fait du F1, Louis, voilà, il y a une forme de... On n'est pas sûr du résultat, mais on s'est enlevé quelques épines du pied, quoi. Alors quand en plus on a des variétés qui répondent en termes de goût, en termes de qualité de produit, la question c'est pourquoi s'en priver, puisqu'en fait la F1 ça n'est qu'une sélection entre deux variétés, vous croisez et vous avez quelque chose qui est très bon sur la première génération, mais en fait quand on le reproduit
quand on essaye de reproduire cette génération avec quelque chose d'autre, et ben en fait, ça marche pas. Voilà, ça dégénère, ça marche pas. Mais la première génération, elle est top. Alors pourquoi on se prive à cette première génération? Dans le sens où, effectivement, moi, ce que je vends, c'est du légume. Je ne vends pas de la graine à l'intérieur du légume. Alors oui, vous, ça vous empêche, si vous achetez un potimarron et que vous voulez ressemer vos graines, ça vous empêche. Alors je dis toujours, j'ai beaucoup de jardiniers dans mes clients, je dis toujours, si vous voulez ressemer, demandez-moi, parce qu'il y a des légumes sur lesquels je fais de la variété population, parce que c'est une variété population qui va très bien, qui est performante, il n'y a pas de souci, et j'ai pas besoin de F1, elle est bonne, ou, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je fais presque... Moi, quand je regarde mon catalogue, etc., je ne fais presque pas la différence entre du F1 et le reste. Pour moi, c'est la même chose. OGM, voilà, vous avez une modification génétique de l'appareil génétique de la plante. Alors que le F1 n'est qu'une simple sélection performante en première génération qui dégénère sur la suite. Ouais. Et tous les deux, vous trouvez des producteurs de F1 locaux, enfin, vous trouvez votre compte, quoi, vous trouvez, éthiquement parlant? Alors, en fait, là, on arrive sur la question effectivement de l'amont de la filière, sur qui produit la graine. Et là, en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez de la semence paysanne en tout petit volume, mais qui est très très loin de ce que peuvent produire des greniers, alors qui sont quasiment mondiaux maintenant. Mais voilà, on est en termes de quantité de graines qu'il faut. Il faudrait avoir des producteurs de semences. Il en faudrait, mais je sais pas, peut-être 500, 1000, 2000, 10 000 fois plus. Et produire de la semence. Pour du professionnel, moi quand je sème de la carotte, je veux pas qu'il y ait autre chose qui pousse en même temps, quoi. Je fais de la carotte. Donc j'avais croisé des gens qui étaient des porteurs de projets sur de la production de semences. C'est vraiment pas évident parce qu'il vous faut une surface où vous n'êtes pas contaminé par l'extérieur pour avoir entre guillemets la pureté de la semence que vous allez vendre, quoi. Donc c'est effectivement très compliqué et ça favorise énormément le monopole de quelques grosses structures, quoi. Voilà. Ce qui explique effectivement qu'on recentre sur certaines variétés, qu'on n'a plus autant de diversité qu'avant, et c'est effectivement un véritable problème, quoi. Mais je pense que c'est deux sujets différents que de se poser la question de comment on conserve notre diversité. Et comment on est productif éthiquement en termes de production de légumes, quoi. Et du coup, il y a quand même un blocage à ce niveau-là. Enfin, c'est quand même compliqué d'acheter des C'est compliqué, tout à fait. Ouais. En France, et partout dans le monde, c'est compliqué, ou vous pensez je pense que j'ai pas l'expérience de savoir ce qui se passe ailleurs, mais en France, c'est comme ça, ouais. Et sur de la semence bio, voilà, vous allez avoir 4-5 fournisseurs, et après, si vous allez sur du fournisseur plus de semences paysannes, etc., vous allez sur des structures beaucoup plus petites, avec des ruptures, avec en variété, et même des conditionnements qui sont adaptés. En fait, ça va être des structures qui vont être un petit peu sur le marché pro, mais qui vont être essentiellement sur le marché du particulier. Par Cocopelli. Tout à fait. On est là-dedans avec Cocopelli, voilà, on a des produits. Faire pour des agriculteurs. Vous pouvez, mais ouais, ça coûte beaucoup plus cher. Et ces variétés-là, vous les trouvez aussi chez d'autres qui proposent les deux, quoi, qui vont avoir du F1, de la semence. Parce que les grands vendeurs de semences, généralement, vous regardez le catalogue, vous avez énormément de variétés population aussi. Vous avez les deux. Excusez-moi, mais c'est une question qui regarde tout le monde. Tout le monde, la Terre est en rôle. On va avoir 10 ou 11 milliards d'habitants d'ici 20 ou 30 ans. D'après vous, comment est-ce qu'on pourra les nourrir sans trop de produits chimiques? C'est un casse-tête chinois, je le sais, mais bon, on met en réunion publique, on vient de poser la question. Une petite question. Vaste sujet. Facile à répondre. Ouais. On va demander à Marc Dufumier de venir et il va vous expliquer qu'on peut faire de l'agroécologie tout en nourrissant l'ensemble de la planète. Voilà. À ma petite échelle, c'est pour ça qu'en début d'intervention, je parlais de maraîchage sur sol vivant. C'est que là aujourd'hui, je vous renvoie tous vers une chaîne YouTube qui est vraiment géniale, qui s'appelle Vers de Terre Production, et où là il y a vraiment des agronomes extrêmement compétents, des agriculteurs et des gros, pas des gens comme moi, quoi, des gens un peu sérieux, qui aujourd'hui en fait sont en train
en s'inspirant notamment de ce qui a pu se faire en permaculture ou ce qui a pu être théorisé, l'appliquer à une échelle vraiment économique beaucoup plus vaste. Et donc pour ce qui est du maraîchage, l'idée c'est d'apporter de la matière organique en masse et de la matière organique essentiellement carbonée pour en fait nourrir le sol, restructurer la vie du sol, créer de la vie dans le sol, plutôt que, bon, vous connaissez sûrement un peu tout ça, injecter des engrais directement aux plantes, quoi, mettre les plantes sous perfusion, quoi. On passe d'un paradigme où le sol était un simple support à un paradigme où en fait on cherche avant tout à créer un sol. Et en fait ça c'est quelque chose qui existait déjà dans l'histoire, notamment chez les maraîchers parisiens qui au 19e siècle avaient une grande renommée dans toute l'Europe. Et également, en fait, c'est des techniques culturales qui ont pu être mises en pratique à Cuba, parce que Cuba, en fait, était sous blocus états-unien. Et donc, en fait, ils ne pouvaient plus avoir des intrants chimiques, phosphorés et autres. Et donc, ils ont dû s'adapter. Et aujourd'hui, ils arrivent, en fait, à avoir des systèmes extrêmement productifs, avec voilà, assez sain d'un point de vue sanitaire, quoi. Donc la technique avançant, il y a quand même des solutions justes, en tout cas sur cette question-là. Et donc là, moi à mon échelle, j'ai pu faire des analyses de sol. Cette année, j'ai fait une analyse de sol d'une partie de la prairie qui a jamais été exploitée et une analyse de sol des jardins. Et en fait, les résultats sont très encourageants parce qu'en fait, on partait d'un sol, comme partout ici, assez acide, argilo-limoneux, enfin bon, voilà, et qui avait certaines carences, notamment en calcium, en potasse, un bon taux de matière organique, mais voilà. Et en fait, là, les analyses de nos jardins nous encourage vraiment parce qu'en fait on a remonté tous les taux, on a réussi à remonter le pH à un pH tout à fait intéressant, sans apport de chaux ou autre amendement alcalin. Et en fait, ce constat donc par l'analyse de sol, c'est quelque chose qui se retrouve dans énormément de fermes en maraîchage sur sol vivant, où il y a des taux de matière organique extraordinaires, quoi, qui sont même maintenant un peu superflus tellement il y en a. Et pour terminer, c'est aussi en fait sur la question du carbone. En fait, c'est aussi des sols qui, par leur vie, vont stocker du carbone, quoi. Donc en fait, peut-être que tout le plastique, le plastique c'est fantastique, tout le plastique qu'on utilise, déjà c'est du carbone en fait qu'on utilise pour vous nourrir. Et puis peut-être qu'en fait tout ce plastique qu'on utilise, c'est aussi en fait du carbone qu'on utilise pour stocker du carbone dans le sol, quoi. Et donc il y a une petite phrase moi que j'aime bien qui est utiliser les dernières gouttes de pétrole pour pouvoir s'en passer après. Et c'est un peu ça, en tout cas moi ma ligne de directrice sur ce sujet. Moi je suis parisien. Qu'est-ce qui est Tiens, je te passe le micro. Non, je disais, je suis parisien, moi c'est une blague. En fait, moi je consomme énormément dans les circuits courts, tout ce qui est légumes et dans les regroupements pour tout ce qui est viande. Et en fait, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien et j'ai l'impression de manger bien. Et en fait, est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce que ça vous aide pas? Ou est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez intéressant, qu'on devrait développer encore plus? Sachant qu'à Paris, il y en a gavé. Mais il y a même des moments où je me demande où ils chopent tout ça d'ailleurs. Mais voilà. Là-dessus, oui, vous nous aidez, ça c'est sûr. Voilà, pour vous donner une idée en termes de volume, moi je dis toujours, vous faites une moyenne à 3 € du kilo. Voilà, moi pour vivre, il me faut 40 000. Voilà, non, voilà. Tout à fait. Alors, sainement, vous avez un label bio. Alors, ça, je vais le dire quand même, c'est que le label bio, ça reste un cahier des charges. Dans le label bio, vous avez autorisation d'utiliser des insecticides qui sont
d'origine naturelle. Cependant, ça reste des insecticides. Je dis toujours, voilà, faut pas croire non plus que le label bio, c'est la magie incarnée, quoi. Il y a, malheureusement, je veux dire, si là, moi j'ai, voilà, non, tout à fait, mais c'est pour ça que moi je suis très ouvert sur ces discussions-là. Voilà, j'ai eu une attaque de pucerons sur concombre. Comment je réfléchis? J'utilise d'abord des auxiliaires, voilà, donc je fais des lâchers d'insectes qui vont venir soit parasiter le puceron, soit le manger. Voilà, j'en ai fait 4, donc à une semaine d'intervalle, donc en un mois j'ai fait 4 lâchers d'auxiliaires, et voilà, là ça n'a pas fonctionné. Donc là après le dernier recours que j'ai, c'est un insecticide d'origine naturelle. Donc on passe ça, voilà, vous faites une récolte, vous passez cet insecticide, vous avez un délai avant récolte, hein, tout ça c'est, voilà, quand le produit il est autorisé, il est recensé avec des délais avant récolte, etc. Voilà, vous respectez ça. Voilà, donc voilà, ce que je veux dire là, c'est que voilà, c'est pas de la magie. Par contre, c'est cadré, quoi. Donc après, pour être franc, manger autrement aujourd'hui, clairement pour la santé, je me sens mieux. Voilà, après moi c'est ce que je dis, c'est voilà, déjà globalement, si quand vous achetez à un producteur qui, je dis toujours, moi, j'habite le lieu de la ferme. Donc j'ai ma petite fille qui a 2 ans et demi, qui va courir dans les serres et dans les champs, quoi. Voilà, rien que pour elle, moi j'ai, voilà. Donc, quand vous achetez à des personnes comme ça, vous avez forcément quelque chose, entre guillemets, j'espère, bien meilleur pour la santé. Voilà. Après, voilà, c'est pour ça que moi je dis, voilà, je pense que vous avez raison sur les bienfaits, etc. Enfin, voilà, quand il y a eu des analyses de fait sur les taux de sucre contenus dans des légumes qui sont faits sur des sols vivants, ces choses comme ça, c'est plus riche. Voilà, vous mangez des trucs qui sont nourris sainement. Voilà, on a nourri la terre elle leur donne aux légumes, et le légume ils vous le rendent très bien normalement. Et c'est pareil pour nous. Si nous on dit toujours que si on nourrit bien sa terre, elle nous nourrit. Bon, voilà, je crois qu'il n'y a pas. C'était les anciens qui disaient ça, et je pense qu'ils ne s'étaient pas trompés. Donc voilà. Et après, voilà, c'est pour ça que je mets juste un bémol là-dessus, dans le sens où c'est très important, à mon sens, d'expliquer aussi que c'est pas parce qu'on est en bio qu'il n'y a jamais rien dessus, en fait. Enfin, voilà. Et quand vous utilisez vous-même de la bouillie bordelaise sur vos tomates ou sur vos pommes de terre qui sont en train d'attraper un champignon qui s'appelle le mildiou, vous faites un traitement, vous utilisez un traitement, quoi. Et voilà, alors après la question, voilà, c'est quel traitement, comment je l'applique, est-ce que je respecte les dosages, est-ce que j'attends vraiment que mon légume, il y ait une énorme partie de ce traitement qui soit 99,9% qui soit partie et qui soit plus dans la partie que vous allez consommer. Voilà, ça va être ça les questions. Mais voilà, en fait, souvent on dit le bio, mais vous avez l'expérience dans votre jardin et vous utilisez parfois aussi des traitements. Et voilà, et ça a toujours existé, et tout va bien, quoi. Je peux faire une petite... Ah, vas-y. Oui, ça me fait penser à quelque chose aussi sur la question des produits phyto. C'est que, en fait, j'aime bien un peu par provocation parfois dire que le succès du maraîchage sur sol vivant repose sur l'anti-limaces. C'est que, en fait, apporter des tonnes de paille, voilà, ça donne le gîte, le couvert aux limaces. Et en fait, sans quelques petits granulés bleus, on s'en sortirait pas, quoi. Et donc, en fait, il y a une sorte de dialogue, quoi. Enfin, faut savoir quel est l'objectif, quoi. Est-ce que l'objectif c'est le puritanisme et puis rien manger, ou est-ce que justement on cherche à changer de paradigme? Et donc là, à ce moment-là, l'usage ponctuel de certains phytos est nécessaire. Et pour d'ailleurs, même logique, pouvoir s'en passer au fil des années. Voilà. Très bien, merci beaucoup, merci à tous les deux.